Chaque jour, sans vraiment y penser, nous manipulons de petits rectangles de papier capables de faire naître le suspense, la stratégie, parfois même la fortune ou la ruine. La carte se retourne, le souffle se suspend, et pourtant, derrière ce geste banal se cache un voyage industriel et humain d'une richesse insoupçonnée. La carte à jouer, si simple en apparence, est le fruit d'un long chemin où se rencontrent design, science des matériaux, mécanique de précision et conscience environnementale. Aujourd'hui, nous allons suivre ce chemin pas à pas, depuis l'écran lumineux du designer jusqu'au silence feutré des salles de jeu, puis bien au-delà, là où le carton usagé renaît sous une nouvelle forme. Tout commence dans le monde numérique. Devant leurs écrans, les designers dessinent chaque carte avec une rigueur presque obsessionnelle. Les dimensions sont fixées au millimètre près, généralement 2,5 pouces par 3,5 pouces, un format devenu standard à travers le monde. Les marges de sécurité sont calculées pour anticiper la coupe, les alignements sont vérifiés pour éviter toute asymétrie visible à l'œil entraîné. Les figures, rois, dames et valets, doivent rester parfaitement lisibles quelle que soit l'orientation de la carte, un héritage des jeux européens du XVIIe siècle. Les cartes numériques, elles, exigent une précision mathématique dans le placement des symboles, afin que l'équilibre visuel soit respecté sur chaque couleur. Le dos des cartes, souvent ignoré, fait l'objet d'une attention encore plus subtile. Les motifs doivent être strictement symétriques pour empêcher toute tentative de triche par rotation ou micro-différence visuelle. Une fois les fichiers validés, contrôlés en résolution et en fidélité colorimétrique, le projet quitte le virtuel pour entrer dans la matière. La base de toute carte est un papier très particulier, loin de la simple feuille de bureau. Plusieurs couches de fibres sont assemblées pour créer une structure à la fois souple et résistante. Au cœur de cette superposition se trouve une couche sombre, parfois appelée noyau opaque, destinée à bloquer la lumière et empêcher toute transparence. Le grammage final, compris entre 8,9 et 9,7 onces par yard carré, donne à la carte ce poids rassurant que l'on ressent entre les doigts. Selon les usines, le papier arrive en grande feuille ou en rouleau continu. Les installations modernes privilégient souvent le rouleau, permettant une impression ininterrompue, mais imposant un contrôle extrêmement fin de la tension et de l'humidité. Avant même l'impression, un revêtement polymère est appliqué pour protéger la surface. Sur les jeux haut de gamme, un léger gaufrage est ajouté, créant une microtexture qui facilite le mélange et évite que les cartes ne collent entre elles. L'impression elle-même est une chorégraphie de précision. Les encres sont dosées, superposées, séchées par air chaud ou par rayonnement ultraviolet. Chaque couleur doit rester stable, sans bavure ni décalage. Une fois imprimées, les feuilles passent sous des rouleaux qui appliquent une couche protectrice finale, déterminante pour le bruit sec et satisfaisant du battement des cartes. Avant la découpe, des systèmes optiques et des opérateurs humains inspectent chaque lot. La moindre imperfection est éliminée. Vient alors la danse des lames. Les grandes feuilles sont découpées à grande vitesse, chaque carte prenant forme dans un mouvement net et précis. Les coins sont ensuite arrondis pour éviter l'usure prématurée et protéger les mains. Les cartes finies sont comptées automatiquement, assemblées en paquets de 52, parfois accompagnées de jokers, puis glissées dans leurs étuis cartonnés. Un film plastique scelle l'ensemble, garantissant au joueur qu'il est le premier à les toucher. Certaines de ces boîtes prennent ensuite la route des casinos, où elles vivront des milliers de mélanges sous un contrôle strict, avant d'être mises hors service. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Autour de ces cartes, il y a aussi les cartons, les boîtes de transport, les emballages qui les ont protégées. Une fois leur mission accomplie, ces cartons entament un tout autre voyage, discret mais essentiel. Chez les particuliers, ils sont aplatis, ficelés, déposés pour la collecte. Dans les entrepôts, des presses hydrauliques les compressent en ballots compacts. Sur les plateformes de recyclage, chaque lot est pesé, inspecté, débarrassé des rubans plastiques et des agrafes métalliques. Les cartons sont triés par catégorie, car un carton ondulé brun ne se recycle pas comme un carton imprimé. Ce tri est la clé de la qualité du futur papier. Les ballots sélectionnés plongent ensuite dans de gigantesques cuves remplies d'eau. Les fibres se séparent, se libèrent, portées par des hélices puissantes. Les cols se dissolvent, les encres se détachent, laissant une pulpe brute, encore rugueuse, mais pleine de potentiel. Cette pulpe est raffinée, les fibres sont coupées, leurs extrémités ouvertes pour mieux s'accrocher entre elles. Pour compenser l'usure naturelle des fibres recyclées, une petite part de pâte vierge est ajoutée. Le mélange est ajusté, collé, prêt pour la machine à papier. Sur la toile en mouvement, la pulpe s'étale, l'eau s'échappe, les fibres s'entrelacent. Des rouleaux presse, lisses, surveillent chaque paramètre. Puis viennent les cylindres chauffés à la vapeur, qui sèchent la feuille sans la fragiliser. Le papier formé est enroulé en bobines géantes, parfois larges de plusieurs mètres. Une partie de ce papier devient à son tour du carton ondulé. Des rouleaux sculptés lui donnent cette forme en vague qui confère au carton sa résistance étonnante. Collé entre des feuilles planes, il devient une structure capable de supporter des charges importantes. Découpé, rainuré, plié, il se transforme en boîte prête à accueillir de nouveaux produits. Avant de quitter l'usine, chaque carton est testé, mesuré, vérifié. Résistance à la compression, précision des dimensions, qualité de l'impression, rien n'est laissé au hasard. Et ainsi, dans un cycle presque poétique, le papier qui a protégé les cartes d'hier devient l'emballage des objets de demain. Derrière chaque partie de carte se cache donc un monde de savoir-faire, d'ingénierie et de respect croissant pour les ressources. La prochaine fois que vous battrez un jeu, prendrez-vous un instant pour penser à ce voyage invisible et à toutes les mains, humaines et mécaniques, qui ont rendu ce simple geste possible. Lorsque l'on observe une carte à jouer de près, on oublie souvent qu'elle est aussi le résultat de plusieurs siècles d'évolution technique et culturelle. Les premières cartes, apparues en Chine avant de voyager vers le Moyen-Orient puis l'Europe, étaient peintes à la main et réservées à une élite. Aujourd'hui, leur fabrication repose sur des lignes industrielles capables de produire des millions d'unités avec une constance remarquable.
Pourtant, malgré cette automatisation, chaque étape conserve une part d'expertise humaine indispensable. Dans les ateliers de conception, les graphistes ne se contentent pas de dessiner de jolies figures. Ils anticipent la manière dont la carte vieillira, comment l'encre réagira à des milliers de frottements, comment la lumière artificielle d'un casino influencera la perception des couleurs. Certaines teintes sont volontairement choisies pour réduire la fatigue visuelle lors de longues sessions de jeu. Les rouges doivent rester profonds sans devenir agressifs, les noirs parfaitement denses sans virer au gris. Le choix de la typographie n'est pas anodin non plus. Les chiffres doivent être lisibles instantanément, même dans une main mal éclairée. Une fois le design figé, la préparation des plaques d'impression devient une science à part entière. La moindre erreur de gravure peut se traduire par des milliers de cartes inutilisables. Les opérateurs surveillent la température, la viscosité des encres, la vitesse de passage. Dans les usines les plus modernes, des capteurs analysent en temps réel la densité colorimétrique et ajustent automatiquement les paramètres. Ce dialogue constant entre machine et humain garantit une qualité homogène. Après l'impression, le séchage est une étape critique. Trop rapide, il fragilise la surface. Trop lent, il laisse les couleurs migrer. Le juste équilibre est atteint grâce à des tunnels de chaleur contrôlés ou à des lampes ultraviolettes calibrées au watt près. La couche de finition, souvent invisible, est pourtant déterminante. Elle protège la carte de l'humidité, de la sueur des mains, des variations de température. C'est elle qui donne cette sensation légèrement satinée si appréciée des joueurs professionnels. Le contrôle qualité ne se limite pas à un simple coup d'œil. Des caméras haute résolution comparent chaque carte à un modèle de référence. Des échantillons sont pliés, frottés, parfois même soumis à des machines de mélange automatiques pour simuler des mois d'utilisation en quelques heures. Seules les cartes répondant à tous les critères poursuivent leur chemin. Le conditionnement est lui aussi pensé pour préserver l'intégrité du produit. Les étuis cartonnés sont fabriqués à partir de cartons rigides, découpés et pliés avec précision. Ils doivent maintenir les cartes serrées sans les abîmer. Le film plastique, souvent critiqué, joue un rôle de barrière temporaire contre l'humidité et la poussière. De plus en plus de fabricants explorent des alternatives biodégradables ou réduisent son épaisseur pour limiter l'impact environnemental. Une fois en circulation, les cartes vivent des existences très différentes. Chez un particulier, un jeu peut durer des années, rangé dans un tiroir entre deux soirées. Dans un casino, il est utilisé intensivement, parfois plusieurs heures par jour. Pour des raisons de sécurité, ces cartes sont régulièrement remplacées, parfois après seulement quelques jours. Elles sont alors marquées, perforées ou découpées pour éviter toute réutilisation frauduleuse. Mais même ainsi, elles ne finissent pas forcément à la poubelle. Certaines sont revendues comme souvenirs, d'autres rejoignent les filières de recyclage. C'est là que le rôle du carton et du papier reprend toute son importance. Les boîtes de transport, souvent en carton ondulé, sont conçues pour résister au choc et à l'empilement. Leur structure en vague, inspirée de principes physiques simples, offre une résistance étonnante pour un matériau aussi léger. Lorsque ces cartons arrivent en fin de vie, leur transformation est un spectacle industriel fascinant. Le tri manuel et automatique permet d'éliminer les contaminants. Le papier est ensuite réduit en pâte dans des hydrapulpeurs géants. L'eau joue ici un double rôle, à la fois solvant et moyen de transport des fibres. Les impuretés plus lourdes tombent, les plastiques flottent, laissant les fibres de cellulose relativement propres. Le raffinage de la pâte améliore la capacité des fibres à se lier entre elles. C'est un équilibre délicat, car trop de raffinage affaiblirait la structure finale. Les ingénieurs ajustent donc les paramètres en fonction du produit final souhaité. Pour le carton ondulé, on recherche un compromis entre rigidité et souplesse. La machine à papier, parfois longue de plusieurs dizaines de mètres, transforme ce mélange aqueux en une feuille continue. Chaque section a un rôle précis, drainage, pressage, séchage. Des capteurs mesurent en permanence l'épaisseur et l'humidité. À la sortie, le papier est suffisamment solide pour être manipulé, mais encore assez flexible pour être transformé. Le façonnage du carton ondulé est presque artistique. Les rouleaux cannelés sculptent la feuille, créant ces arches régulières qui absorbent les chocs. Collées entre des feuilles planes, elles forment une structure sandwich d'une grande efficacité. Les cartons ainsi obtenus sont découpés selon des plans précis, intégrant plis, languettes et parfois poignées. L'impression sur carton, souvent réalisée en flexographie, doit rester lisible malgré la texture. Les encres sont choisies pour leur adhérence et leur résistance. Avant expédition, des tests mécaniques vérifient la résistance à l'écrasement et à l'humidité. Ce contrôle garantit que le carton protégera son contenu jusqu'à destination. Ainsi, du design d'une carte à la renaissance d'un carton, se dessine un cycle où chaque étape est pensée, optimisée, améliorée. Derrière l'objet ludique se cache une industrie complexe, attentive aux détails et de plus en plus consciente de son impact. En comprenant ce parcours, ne regardez-vous pas différemment ce simple paquet posé sur la table, et n'avez-vous pas envie de savoir quels autres objets du quotidien cachent des histoires tout aussi extraordinaires ?
Dans ce voyage silencieux qui relie le jeu à l'industrie, il existe aussi une dimension presque philosophique. La carte à jouer, par sa petite taille, concentre une quantité étonnante de décisions techniques. Chaque choix de matière, chaque micron de revêtement, influence la manière dont elle glisse, sonne, résiste. Les fabricants savent que les joueurs les plus expérimentés perçoivent ces nuances. Certains reconnaissent un jeu à son bruit, d'autres à sa flexibilité. Cette sensibilité a poussé l'industrie à développer des standards internationaux. Des organismes définissent des tolérances précises sur l'épaisseur, le poids, la résistance. Ces normes facilitent les échanges commerciaux et garantissent une expérience cohérente, que l'on joue à Paris, Las Vegas ou Macao. Pourtant, malgré ces cadres, l'innovation reste constante. De nouveaux revêtements apparaissent, certains à base d'eau pour réduire l'usage de solvants. Des encres végétales remplacent progressivement les formulations traditionnelles. Les fabricants expérimentent même des cartes entièrement synthétiques, résistantes à l'eau, destinées à des environnements spécifiques. Mais le papier conserve une place privilégiée pour son toucher et sa recyclabilité. La question environnementale est désormais centrale. Produire des millions de cartes implique une consommation de ressources importantes. C'est pourquoi de nombreuses usines investissent dans des systèmes de récupération d'eau, réduisant drastiquement leur consommation. L'eau utilisée pour la pâte à papier est filtrée, traitée, puis réintroduite dans le circuit. Les chutes de papier issues de la découpe sont collectées immédiatement et renvoyées vers le recyclage interne. Rien ou presque n'est perdu. Le carton, lui, est devenu un symbole de cette économie circulaire. Chaque fibre peut être recyclée plusieurs fois avant de perdre ses propriétés. En moyenne, une fibre de cellulose peut connaître 5 à 7 cycles de vie. À chaque fois, elle change de forme, de fonction, mais conserve son utilité. Le carton ondulé issu du recyclage protège aujourd'hui des produits technologiques de pointe, des denrées alimentaires, des œuvres fragiles. Il est discret, mais omniprésent. Dans les centres de tri, le travail humain reste essentiel. Les machines détectent, trient, mais l'œil humain corrige, ajuste, décide. Cette collaboration garantit une qualité que l'automatisation seule ne pourrait atteindre. Les opérateurs savent reconnaître une fibre trop contaminée, un carton trop souillé. Leur savoir-faire contribue directement à la qualité du produit final. La fabrication du carton ondulé, souvent perçu comme banal, repose en réalité sur des calculs précis. L'espacement des cannelures, leur hauteur, leur forme influencent la résistance. Des ingénieurs utilisent des modèles mathématiques pour optimiser ces paramètres en fonction des charges prévues. Un carton destiné à des bouteilles n'aura pas la même structure qu'un carton pour des cartes à jouer. Cette adaptation permanente témoigne de la flexibilité du matériau. L'impression sur carton est également un domaine en évolution. Les marques souhaitent des emballages attractifs, informatifs, tout en restant recyclables. Les encres doivent donc être compatibles avec le processus de recyclage, se détacher facilement lors du pulpage. Les nouvelles formulations répondent à ces exigences, limitant la contamination des fibres. Une fois les cartons produits, leur logistique est optimisée. Les boîtes sont livrées à plat pour réduire le volume transporté. Sur les chaînes de conditionnement, elles sont formées en quelques secondes, remplies, scellées. Ce gain d'efficacité réduit l'empreinte carbone globale. Ainsi, la carte à jouer devient un point de rencontre entre tradition et modernité. Elle porte en elle des siècles d'histoire, mais aussi les technologies les plus avancées. Elle relie le geste ludique à des chaînes industrielles mondiales, et ces chaînes, à leur tour, s'efforcent de devenir plus responsables. En observant ce cycle complet, on comprend que rien n'est vraiment isolé. Un simple jeu de cartes mobilise des forêts gérées durablement, des ingénieurs, des designers, des opérateurs, des recycleurs. Il raconte une histoire collective, faite d'innovations silencieuses et d'améliorations continues. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez un jeu neuf, que vous sentirez cette odeur caractéristique du papier fraîchement imprimé, prendrez-vous un instant pour penser à ce cycle, à cette matière qui voyage, se transforme et renaît. Et vous demanderez-vous quels autres objets du quotidien mériteraient que l'on prenne le temps de découvrir leur incroyable parcours ?